En 2022, j'ai commencé à me dire que ce serait bien de parler de ces sujets-là, de comment on accède au cinéma quand on n'a plus ni la vue, ni l'ouïe, quand on a une déficience justement sensorielle. Et c'est comme ça que j'ai créé une série de vidéos qui s'appelle Cinéma Accessible. Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, je veux pas handicapé. Bah, on voudrait pas. Je vous signale que moi, j'ai pas de moteur, là. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler de handicap qui survient au cours de la vie, de cinéphilie et de sensibilisation à l'accessibilité en salle pour les publics en situation de handicap. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie Toubeau. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors Mélanie, alias la manie du cinéma, tu es une grande cinéphile avant tout. Bah super, j'adore qu'on commence à me présenter comme ça. Voilà. Tu es une ancienne monteuse de cinéma, donc technicienne. Tu es créatrice de contenu sur, je crois, à peu près toutes les plateformes. À peu près, oui. Tu es donc vidéaste. Tu es aussi autrice d'un livre qui s'appelle Talaref. Absolument. Tu es journaliste et tu as un projet de podcast aussi. Peut-être. Wow. Il y a beaucoup de choses. Je t'ai entendu lors d'une interview te définir aussi comme médiatrice culturelle. Donc tu fais de la médiation culturelle aussi. Voilà, médiatrice, c'est un vrai métier. Moi, c'est juste que je fais de la médiation culturelle parce que je fais justement sur les réseaux et de temps en temps en participant à des événements devant justement des salles de cinéma, ce genre de choses. Donc, c'est aussi quelque chose que je fais. Ouais, moi, je pense que c'est un vrai métier de médiatrice culturelle que tu fais au travers de toutes tes activités. Et ça me fait plaisir de l'entendre parce que c'est un métier qui a besoin d'être valorisé. Absolument. Et que tu fais partie, à mon sens, des gens qui emmènent le public au cinéma. C'est gentil, merci. Ouais, et que ça compte. Ton public cible, il est plutôt francilien, masculin, autour de 35 ans. Moi, je suis une femme, j'ai 52 ans et j'habite en Provence, mais je fais partie de tes abonnés fidèles depuis un long moment. J'adore, trop bien, c'est trop bien. En vrai, c'est plus pour les gens comme toi, en fait, que je fais ce que je fais, donc ça me va très bien. Alors aujourd'hui, on enregistre cet épisode au Méliès à Montreuil, donc c'est un peu ton cinéma coup de cœur. Absolument. Je sais que t'es pas indifférente au nom du cinéma, parce que t'es une Est-ce fan. que c'est une des raisons, peut-être. Voilà, t'es férue d'histoire de cinéma et t'as fait pas mal de contenu sur Georges Méliès. Exactement, c'est un peu mon dieu sur Terre. Alors Mélanie, pour te présenter, est-ce que toi tu pourrais nous donner 3 mots qui te définissent? Waouh, 3 mots carrément. Alors, je dirais, en fait, les 3 mots qui englobent tout ce que je suis, c'est vraiment le cinéma, les chiens et, j'allais mettre la cuisine, parce que j'aime bien cuisiner, le tournesol. Je suis un tournesol tourné vers le cinéma et les chiens. Donc c'est pour ça que de te parler, bon, il y a pas ton petit chien, mais non, il est là dans notre cœur, donc ça va. Je suis pas venue avec Vinci parce que pour un enregistrement, il a 5 mois. Ouais. Donc je te cache pas que c'est un peu compliqué de tout gérer, donc je l'ai confié, il est en famille relais. Je comprends. Donc cinéma, chien et tournesol, tourné vers le soleil aussi, c'est chouette ça. C'est ça, exactement, en vrai sudiste que je suis. Est-ce que tu peux nous parler du rapport que tu entretiens avec le handicap ? Alors, en gros, moi, le handicap, c'est quelque chose que j'ai découvert, on va dire, assez tard, dans le sens que c'était plutôt dans l'adolescence. Je ne suis moi-même
pas en situation de handicap, mais en gros, dans ma famille, autant du côté de mon père que de ma mère, mes 2 grands-mères, en fait, ont des déficiences visuelles. Une qui a... MDLA, je crois, ça s'appelle. C'est ça, ouais. Voilà. Et là, c'est la Géraldine du montage. Il s'agit en réalité de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie chronique de la zone centrale de la rétine appelée macula. Et l'autre, en fait, qui voit rien, en fait, tout simplement. Et ce sont en fait des maladies dégénératives et qui sont potentiellement transmissibles, donc dans le sens héréditaire. Donc potentiellement, en fait, dans mes gènes, j'ai cette déficience visuelle qui peut arriver. Sachant que je suis fan de cinéma, autant dire que quand je l'ai découvert, donc je devais avoir 14 ou 15 ans, quand en fait mes grands-mères ont au même moment commencé à avoir ces maladies-là, ça m'a un peu mis mal parce que je me suis dit mais comment je vais voir des films en fait. C'est déjà à 14-15 ans, je savais que ma vie ce serait de voir des films et 15 ans plus tard, je suis la personne que je voulais être, donc mon métier c'est de voir des films. Mais justement en fait, je sais que potentiellement je vais un jour perdre la vue. En tout cas qu'elle va être de moins en moins bonne. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur comment on voit des films quand on ne voit plus. Mm-hmm. Et c'est là où j'ai découvert l'audiodescription. C'est là où j'ai commencé en fait à voir un peu toutes les problématiques qu'il y avait sur l'accès au cinéma pour les personnes en situation de handicap, parce que je me suis aussi intéressée au sous-titrage adapté, enfin tout ça. Et c'était une période où je commençais justement moi à faire des vidéos. J'ai lancé ma chaîne YouTube en 2017 et je parlais plutôt de films, mais aussi de l'industrie du cinéma, des salles de cinéma. J'ai toujours été une immense fan des salles de cinéma. Vraiment, c'était toujours quelque chose qui me passionnait. En 2022, j'ai commencé à me dire que ce serait bien de parler de ces sujets-là, de comment on accède au cinéma quand on n'a plus ni la vue, ni l'ouïe, quand on a une déficience justement sensorielle. Et c'est comme ça que j'ai créé une série de vidéos qui s'appelle Cinéma Accessible. Je vis les choses et le film différemment. J'ai l'impression qu'on fait très peu d'efforts vis-à-vis du handicap, c'est souvent des modes. Dans un monde idéal, ce serait parfait si toutes les salles proposaient l'audiodescription. C'est loin d'être le cas. Pour qu'on vive le film de la même manière qu'une personne qui voit, c'est pas gagné. Et si vous vous retrouviez un jour sans repère, plongé dans un environnement qui ne vous est pas accessible et qui ne vous permet pas de rêver comme tout le monde? C'est ce que vivent des millions de personnes en situation de handicap en France quand elles sont confrontées à un lieu qui n'est pas adapté à elles. Et parmi ces lieux, il y en a un qui me passionne, la salle de cinéma. Ce sujet du handicap me touche tout particulièrement. Plusieurs membres de ma famille ont perdu la vue. Et cette cécité qui pourrait me rattraper, elle m'émeut directement parce qu'elle m'effraie. J'ai donc commencé à me renseigner sur ces inégalités et leurs solutions pour voir comment partager ce sujet à tous et toutes. Et c'est ainsi qu'est né Cinéma Accessible. Tu as élargi un petit peu ton champ des possibles, pas uniquement à la perte de la vision, mais aussi à tous les autres sens. Et tu as fait aussi une vidéo sur les personnes à mobilité réduite. Absolument, parce qu'effectivement, quand je me suis renseignée sur tout ça, ce qui revenait beaucoup dans mes recherches et qui m'intéressait aussi quand je faisais ces recherches-là, c'est effectivement les gens qui perdaient la vision, mais aussi les personnes qui étaient sourdes et malentendantes, parce que vraiment... pareil, je me dis, mais comment on écoute un film, c'est comment ça marche? Et aussi, j'avais autour de moi des amis qui avaient des problèmes de mobilité. Et une fois, vraiment, j'ai une copine qui m'a dit je peux pas aller au cinéma, il n'y a pas d'ascenseur. Et j'étais quoi? Enfin, c'est quoi le rapport? Et en fait, là, j'ai compris. Je dis, il y a un vrai truc à dire là-dessus, en fait. Et j'ai découvert après tout ce qui est les places PMR. Et en fait, vu que je suis vraiment une fan de salles de cinéma, j'aime savoir comment ça fonctionne, comment elles sont faites, pourquoi elles sont faites de cette manière-là, l'angle, les fauteuils, les tailles. C'est vraiment le côté un peu technicienne. Vraiment, ça me fait vraiment rire. Enfin, ça m'amuse vraiment. Et en fait, je voyais qu'il y avait plein de trucs qui étaient mis en place, mais pas forcément très bien. Juste par curiosité, j'ai commencé à fouiller là-dedans. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais parler de ça, parce que c'est bien d'en parler autour de ça, mais moi j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube qui est un peu suivie et de me dire
bah, si je peux l'utiliser pour parler de ces sujets-là, bah, autant le faire. En fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu es parti de ton histoire personnelle. Exactement. Et tu as étendu ça pour en faire profiter d'autres. Et puis, j'en profite pour rappeler que souvent, dans l'esprit des gens, le handicap, c'est quelque chose qui arrive à la naissance. Non. Et on oublie qu'en vrai, non, il y a beaucoup de handicaps qui sont liés à des accidents de la vie, Exactement. qui sont liés à des dégénérescences, à la vieillesse aussi, simplement. Bah, c'est ça. Voilà. C'est que moi, je sais qu'à partir, normalement, de mes... Si c'est comme mes grands-mères, à partir de mes 50, 60 ans, je vais commencer à plus voir. C'est bon, j'ai que 30 ans. Mais en soi, sur une vie, c'est quasiment demain presque. Ça arrive Puis, vite. Ouais. même, je me dis, bah, mes parents aussi, ils arrivent dans leur soixantaine, potentiellement, ils vont commencer à moins voir bientôt. Et ça, voilà, c'est aussi ça, c'est pas penser qu'à soi, c'est aussi penser à tout le monde, quoi. Et je pense qu'on est plein dans ce cas-là. Complètement. C'est rendre la question ouverte à toutes. C'est une problématique qui n'est pas celle des personnes handicapées, qui est vraiment une problématique de société. Et souvent, ces aménagements qu'on propose, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment des ponts d'amélioration pour plein de gens. Au même titre que les passerelles permettent à des jeunes parents de circuler plus facilement avec leurs poussettes, il y a tout un tas d'aménagements qui sont utiles pour plein d'autres situations que Absolument. la situation initiale prévue. Et ben merci pour cette dynamique et puis merci de faire profiter effectivement de ta grosse communauté, parce que je suis allée regarder, j'ai vu 55 000 personnes sur YouTube, j'ai dit waouh, c'est énorme. Bon, après, malheureusement, la série documentaire Cinéma Accessible n'a pas été vue par autant de gens parce que, on va pas se mentir, hein, le handicap, c'est pas drôle, c'est pas funky, ça met pas des paillettes dans les yeux. Donc forcément, quand je fais un documentaire en 3 épisodes de 20 minutes sur le handicap, les gens disent oh, super, ça va me plomber et tout. J'ai essayé quand même de faire quelque chose de joli. Moi, je me dis, si au moins c'est pas funky, ça peut être joli. J'ai tout fait pour que ça soit regardé par le plus de monde possible, que c'est pas ce qu'on appelle YouTube friendly, dans le sens que c'est pas fait pour YouTube, c'est vraiment un documentaire, quoi, des témoignages, mais je l'ai mis sur YouTube surtout, moi, parce que je voulais que ça soit accessible à tout le monde gratuitement. Ouais. C'était vraiment le but absolu de cette série. Je sais que tu as un chien. Oui. Tu nous expliques ce chien. C'est un mâle ou c'est une femelle ? C'est un mâle. Il apparaît parfois dans tes vidéos. Et quel est le lien que tu entretiens avec ce chien ? C'est l'amour de ma vie. Vraiment, quand je dis que je me définis par le cinéma et les chiens, c'est que c'est vraiment comme ça que les gens me connaissent. Donc là, actuellement, j'ai Cookie, qui est un berger australien de bientôt 14 ans. Waouh. Ouais, c'est un papy. Mais il va bien. Il a de l'arthrose, mais il va très bien. Mais avant, j'avais un berger allemand, Chewy, qui était, pareil, l'amour de ma vie. Ils se sont un peu connus, ils sont connus quand même pendant 5-6 ans. Vraiment, depuis bébé, je savais que je voulais avoir un chien parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus génial, de plus fidèle, de plus formidable que l'amour d'un chien. C'est juste de la gentillesse, c'est de l'aide aussi. Moi, je sais que vraiment, mes chiens, quand j'allais pas bien, quand j'étais jeune, que je rentrais du collège et que j'étais triste, mes chiens le savaient. Ils étaient très empathiques. Ils le savaient, ils restaient à côté de moi jusqu'à ce que j'aille mieux. Et vraiment, moi, j'ai grandi à partir de mes 13-14 ans avec mes 2 chiens. Ils m'ont vraiment changé la vie et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un chien. Là, actuellement, le mien, il est chez mes parents parce que j'habite à Paris et que j'allais pas ramener un berger australien de 35 kilos qui a toujours vécu avec un autre chien et avec un jardin. Donc, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, c'est mon amour, c'est mon fils, c'est tout. Enfin, et vraiment, j'ai une grande amour pour les chiens de manière générale. Mais Cookie, c'est autre chose, quoi. Donc, tu es à même de comprendre le lien unique qui réunit des chiens d'assistance et leurs bénéficiaires. C'est génial. Enfin, vraiment, pour le coup, avant de découvrir ton podcast, que donc moi, j'écoute ton podcast depuis le premier épisode, je regardais déjà beaucoup de vidéos, justement, de personnes avec des chiens d'assistante. Je voyais justement aussi les familles d'accueil, ce genre de choses. Et je trouve ça génial et je trouve ça tellement important parce que faut pas oublier que dans ce cas-là, le chien est un outil quand même aussi. C'est que c'est un compagnon, mais c'est aussi un outil pour pouvoir aider et que le chien est tellement intelligent, mais qu'il y a justement ce lien aussi de confiance. Et ce lien de confiance, il peut pas être créé à ce point-là avec un autre être vivant, un autre être humain. C'est vraiment, le chien devient en fait vraiment une autre part de ces personnes-là, et ça se sent et ça se voit. Je trouve ça magnifique et d'une grandeur incroyable. Pour ajouter un petit peu des infos pour les auditeurs qui, des fois, ça arrive, s'inquiètent de ce que... Enfin, tu as parlé d'outils. Ouais. C'est vrai que c'est des gens que ça fait réagir, mais c'est un animal, c'est un être vivant, il n'est pas un outil. Dans les associations, on veille énormément à tenir compte de la nature du chien et de ses
prédispositions naturelles dans sa personnalité, dans la race aussi. Dans le choix, Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les races qui peuvent être chiens d'assistance. Non, il n'y a pas toutes les races du tout qui peuvent être chiens d'assistance. Et puis, il y a certains chiens, c'est pas leur taf, c'est pas leur mission. Et ils le font comprendre très clairement. Et on les force jamais. Et on ne peut pas les forcer. Non. Et c'est pas le bénéficiaire qui choisit dans un catalogue son chien. C'est le chien qui a tout un tas de caractéristiques qui vont faire qu'on va chercher un bénéficiaire qui sera, par exemple, quelqu'un qui va beaucoup bouger parce qu'on a un chien dynamique. On dit toujours que, quand on prend un chien, on dit toujours, quand on voit tous les petits chiots, moi ça m'est arrivé quand j'ai eu mon premier chien, c'est le chiot qui doit venir à toi et pas toi qui dois aller au chiot. C'est la même chose, j'ai l'impression là dans ce cas-là en fait. J'en profite pour glisser aussi pour les auditeurs qui ne le savent pas, il y a ces chiens qui sont réformés, donc du coup parce que ils sont pas. Alors, il peut y avoir des questions médicales, il peut y avoir des questions de comportement. Ils sont proposés à l'adoption. Absolument. On prend soin de lui. Il est pas mis au placard. Non, on lui retrouve une famille. Voilà. Sur TikTok, je tombe beaucoup sur des vidéos de chiens réformés, justement. Et c'est très mignon parce qu'en fait, ils redécouvrent une nouvelle famille. Et de toute façon, un chien qui découvre une famille, c'est toujours le meilleur chose sur Terre. Donc, ouais. Toi, tu parlais de potentiellement risquer de perdre la vue. Est-ce que tu envisagerais de prendre un chien guide ? J'espère ne pas en arriver là, j'avoue. Ouais. De ce que vivent, encore une fois, mes grands-mères actuellement, je pense que c'en est pas à ce niveau-là. Est-ce que ce serait juste pour avoir un chien ? Ouais, de fou. Mais non, pour le coup. De toute façon, ce qui est bien fait quand il y a le côté justement du chien guide, c'est que c'est des gens qui vous disent vous pouvez avoir un chien guide parce que vous remplissez tel critère, tel critère, tel critère. C'est en fonction de toute façon, en fait. C'est, encore une fois, là, c'est pas à nous de choisir je vois pas très bien, je vais prendre un chien guide pour le kiff. Non, c'est parce que on en a besoin. Et surtout, il y a vraiment un choix qui est fait, quoi. Dans ma série, justement, Cinéma Accessible, j'interviewe à un moment une jeune femme qui, elle, en fait, c'est plutôt avec les luminosités, elle a du mal. Et justement, on avait parlé de potentiellement, est-ce qu'elle prendrait un chien ? Et la fois où on a enregistré, je crois qu'une semaine avant ou un truc comme ça, il me semble de souvenir, parce que ça remonte un peu, mais qu'elle m'avait dit mais justement, j'ai appris que potentiellement je pouvais en avoir ou quelque chose comme ça. Il y avait eu une histoire comme ça et je me dis voilà, mais en fait, faut aller demander. C'est ça. Faut se renseigner dessus, en fait. Et puis parfois, il y a aussi la dimension soutien émotionnel du chien qui est importante. Mais ça, c'est très, très important même, en fait. Y a aussi des chiens qui sont faits pour ça aussi qui sont éduqués pour être des soutiens émotionnels. Aussi, dans les chiens d'assistance. Je trouve ça génial. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde, mais peu de gens se disent « ce sera pour moi ». Donc je pense que c'est bien de se renseigner vraiment et d'après ce que je comprends, en plus les gens qui gèrent ça sont super sympas et ont trop envie d'en parler tout le temps, donc il faut grave demander. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, comme je demande à chaque fois à mes invités, qu'est-ce que c'est que ta propre expérience de spectateur de cinéma ? Je sais que toi, t'es cinéphage. Exactement. Je regarde beaucoup de films. Quand tu vas en salle, notamment, tu vas où en salle et tu vas voir quoi ? Oula, alors, en fait, ça varie en fonction des moments parce qu'il y a des périodes où j'ai vraiment le temps d'aller au cinéma et d'autres pas du tout. Mais les périodes où j'ai beaucoup de temps, c'est aussi des périodes où je vais en festival de cinéma. Moi, je fais beaucoup de festivals de cinéma. J'en fais, l'année dernière, en 2024, j'en ai fait 12. C'est beaucoup trop. Je ne conseille pas. 1 par mois, c'est trop. Et en même temps, j'ai adoré. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de festivals, que ce soit Cannes, Annecy, Deauville, Strasbourg. J'en ai fait sur tous les genres différents. Et après, le type de salle, je m'en fiche un peu. Je vais juste pas au cinéma le week-end parce qu'il y a trop de monde. Et vraiment, pour le coup, moi, le cinéma, la salle de cinéma, comme c'est un endroit que j'aime, j'ai pas envie de le détester. Et donc, je ne vais pas en salle le week-end parce qu'il y a trop de monde et que je vais détester. C'est vraiment le public de grandes salles, en tout cas. Parce que là, actuellement, on est au Méliès à Montreuil. Le public, il est chouette, il est gentil. Après, j'ai jamais fait de très grandes séances ici, donc ça se trouve, je me fourvoie complètement. Mais moi, j'avoue que les gens bruyants pendant les séances, tout âge confondu, vraiment pour le coup. Alors là, il y a du très jeune et du très vieux qui peuvent être très embêtants pendant les séances. J'ai vraiment du mal parce que j'en ai trop vécu. Il y a bien sûr, oui, le petit groupe de jeunes qui fait que parler pendant la séance, être sur le téléphone, il y en a quasiment à chaque fois. C'est pas les pires, je trouve, souvent. C'est parce que les très vieux aussi, ils sortent le téléphone, sauf qu'eux, ils mettent la luminosité à fond. Et ça, c'est très désagréable. Donc oui, non, vraiment pour le coup. Après, voilà, j'ai envie de dire, c'est tous les publics de toute façon, parce que même moi, j'ai déjà sorti mon téléphone en séance, parce que on fait tous des bêtises. Donc maintenant, j'y vais vraiment en semaine.
Moi, vraiment, le matin ou début d'après-midi, en pleine semaine, ça me va très très bien. Et je vais voir des films, souvent des films qui ont besoin d'être vus au cinéma, quoi. C'est des films un peu grandioses, ce genre de choses. Les films très intimistes, pas forcément. Ou alors si c'est vraiment quelque chose que j'attendais, oui, peut-être un petit peu plus. Mais voir au cinéma, c'est voir sur grand écran avec un bon son. Autant le voir bien, quoi. Dans des bonnes conditions. Exactement. J'aime bien être seule dans la salle. Après, je pense que c'est aussi en fonction des films, parce qu'une grosse comédie, la voir seule, c'est dommage. Oui, c'est mieux de rigoler à plusieurs. Donc, je suis cliente de tout type de salle, de tout, en fait. Vraiment, j'aime juste aller au cinéma. Ouais, moi, c'est en sortant d'une salle de cinéma où j'étais seule et où j'ai vu le film Hasta la Vista, un film magnifique qui évoque le handicap. Ah, mais oui, bien sûr, Voilà. Oui. Et c'est vrai qu'en sortant de la salle, je me suis retrouvée seule avec un film que j'avais adoré. Et je me suis dit, mince, mais par contre, pour le coup, il faut le partager. C'était en soirée, pour le coup. Et je me dis, là, il faut le partager, quoi, ces films-là. Moi, j'avoue que j'aime aller au cinéma seule. C'est vraiment c'est comme j'y vais quand je veux. J'aime beaucoup aller au cinéma seul, mais il y a des films que j'aime partager avec mes amis, tout ça. Enfin, c'est vrai que ça reste agréable aussi. Mais de manière générale, je vis beaucoup le cinéma seul. Voilà. Et pour en revenir au téléphone, donc un petit rappel quand même pour pas que les gens se fassent agresser. Parce que c'est vrai que c'est irritant, quelqu'un qui sort son écran allumé à fond, juste devant quand on est dans le film. Et voilà, on peut regarder son téléphone tant que c'est fait de manière discrète, en fait. Mais attention, je rappelle aussi, prudence, vérifier qu'il ne s'agit pas d'une personne qui est sourde ou qui est malvoyante et qui accède depuis son téléphone à une application type Greta ou Toavox. Absolument. Pour avoir accès à l'audiodescription du film. C'est vrai que ça, pour le coup, je sais que j'ai déjà quelqu'un qui m'a témoigné qui s'était fait engueuler alors qu'il était en train d'aller sur son application d'audiodescription. Oui, mais en fait, je pense que si les gens étaient moins dans l'incivilité de manière générale, les personnes qui le font pour de bonnes raisons, en fait, ne se prendraient pas une huée parce que on comprendrait tout de suite. C'est comme les places PMR dans une salle de cinéma. Si les gens arrêtaient de s'asseoir là en disant « Ah, c'est les fauteuils en couple pour deux », non, c'est pour les accompagnants PMR. En fait, si juste les choses étaient un peu moins inciviles, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, en fait. Mieux, ouais, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important de tenir compte de ça. J'ai vécu une séance il n'y a pas très longtemps sur un film sur lequel il n'y avait pas l'audiodescription. Et je suis venue avec un copain qui est malvoyant et du coup, je lui ai décrit en fait en direct. Ouais. C'était épuisant. Je lui ai fait l'audiodescription, un film en VO en plus avec de l'anglais et puis sous-titré en français aussi pour les personnes sourdes, donc il fallait switcher entre les deux, mais du coup j'ai parlé pendant tout le film et je me suis dit il y a quelqu'un qui va me sauter dessus en me disant vous arrêtez de parler, et en fait c'était seul moyen qu'il accède au et film. puis surtout en fait quand moi j'ai déjà fait une séance où pareil il y avait quelqu'un qui avait fait ça, qui était venu avec une personne, mais je les voyais pas, ils étaient quelques rangs devant, quelqu'un qui racontait tout, juste en fait c'est de la logique, j'entends ça, je dis ah c'est quelqu'un qui doit être malvoyant, on lui fait son note de description parce qu'il n'y a pas de description, je vais rien dire. Voilà. C'est à moi en fait de me taire, et si je suis inconfortable, je change de siège. C'est ça. En fait, c'est à moi de me déplacer. En tout cas, de vérifier, de pas agresser la personne en lui disant rangez votre téléphone. Après, il n'y aurait pas à faire ça s'il y avait de l'audiodescription sur tous les films, évidemment. On est d'accord. Bon, ça c'est encore une autre question. C'est en cours, ça va venir. Oui, mais voilà. En tout cas, il y a des choses où c'est des bons réflexes à avoir, mais voilà, c'est aussi une question d'éducation parce que pour le coup. Quand on ne sait pas, on ne peut pas le deviner, ce genre de choses. Ouais. Nous, on est au courant que s'il y a quelqu'un qui raconte à l'oreille de quelqu'un d'autre, c'est peut-être qu'il lui fait une audiodescription. Voilà, c'est ça. C'est comme parfois des parents font aux enfants, ce genre de choses. Ça aide aussi, en fait. C'est pour ça que l'audiodescription serait très bien pour les enfants également. Mais nous, on le sait parce qu'on sait ce que c'est, parce qu'on s'est informé dessus. On est sensibilisé. Voilà, on est sensibilisé, mais en fait, c'est pas à nous qu'il faut le dire, en fait. C'est au reste du grand public qui devrait être curieux, mais surtout qu'on devrait sensibiliser à ça. C'est ça, le vrai truc important. Et c'est pour ça que ce que tu fais, c'est pour ça que je te dis que c'est de la médiation culturelle, effectivement. Et ce que tu fais avec tes vidéos, c'est hyper important parce qu'en plus, tu touches un public qui n'est pas du tout un public forcément axé sur le handicap, qui est un grand public. Exactement. Et surtout, j'ai des très bons retours là-dessus. Vraiment, parce que ce soit, effectivement, avec ce que j'ai fait sur YouTube, mais même sur Instagram, je fais beaucoup de vidéos en partenariat avec Matmut pour les arts qui vraiment cherchent à sensibiliser beaucoup sur l'accessibilité. Et mon public qui sait que ça m'intéresse, mais qui ne vient pas forcément chercher ça, et à chaque fois j'ai des super retours de « Ah, mais c'est ça, ça marche comme ça, mais je savais pas ».
Et vraiment, c'est juste, on met un petit pied dans la porte de hey, regarde. Et en plus, c'est chouette. C'est vraiment. J'ai déjà aussi présenté des séances où il y avait de l'audiodescription. Je leur disais, mais prenez le casque en fait. Prenez le casque et vous allez voir, juste vous testez un film comme ça, vous l'aurez fait. Au pire, vous n'aimez pas, vous enlevez le casque, on s'en fout en fait. Mais au moins, testez l'audiodescription une fois. Et vraiment, moi, je me souviens que quand j'ai testé pour la première fois, je me demande si c'était pas ici, peut-être, je ne sais plus. Et le film que j'ai vu était terrible, j'ai détesté, mais par contre, l'audiodescription était trop belle. Et t'as adoré. Et en fait, heureusement que j'ai pas regardé le film, parce que vraiment, je l'ai trouvé, je trouve, horrible. C'est en plus un film où il y avait de la pédophilie dedans. Enfin, c'était c'était dur, c'était très dur. Mais par contre, l'audiodescription était tellement lyrique. C'était de la poésie. Donc j'ai fait tout le film les yeux fermés. C'était génial. Wow. Et j'ai passé une super séance. Et j'ai aucun regret vraiment d'avoir fait cette séance-là comme ça. J'ai tellement préféré. J'ai assisté la semaine dernière à Marseille à une expérience qui t'aurait beaucoup plu, je pense, et que je te recommande vivement. C'est un battle de l'audiodescription. Alors, voilà comment ça se passe. C'est l'association La Luciole à Marseille qui organise ça. C'était dans le cadre du festival Musique et Cinéma qui était organisé à l'Arplex. Donc, dans une salle de cinéma, il y avait un groupe qui était extrêmement chouette de jeunes collégiens de Marseille qui étaient dans un groupe de ciné-club, donc un peu sensible. Alors, il y avait des 5e, des 4e, des 3e. Ils se sont répartis en 2 groupes. Ils avaient chacun un ordinateur, un court-métrage dont ils ont entendu d'abord uniquement la bande-son sans l'image. Ensuite, ils ont découvert les images sur grand écran. Ensuite, sur leur ordinateur, il y avait le même extrait et ils avaient la possibilité, avec le logiciel adapté, d'écrire le texte. Donc, ils ont fait un travail d'écriture et ils ont fait ensuite un travail de prise de son en enregistrant l'audiodescription. Et les 2 groupes, ensuite, il y a le public qui est rentré dans la salle, donc c'était vraiment génial parce que du coup, le public a été associé à ça. Et les 2 groupes ont pu présenter leur audiodescription, sachant que dans chaque groupe, il y avait des relecteurs non-voyants qui étaient là pour poser des questions, pour valider, pour dire ce mot-là, je le trouve plus clair, etc. Ah, ça m'émeut. Mais c'était un moment incroyable. J'y suis allée avec Vinci, qui a été choupi comme tout, je tiens à le dire, parce qu'il est resté couché tout du long à 10 cm des collégiens et il n'a pas bronché, c'était génial. Je t'invite à participer à ce genre d'événement. Si un jour je vois passer ça, j'y vais direct. Je ne sais pas si ça se fait encore sur Paris. En tout cas, ça se développe à Marseille beaucoup. Je crois qu'il y a une séance au Gyptis bientôt aussi. Très chouette cinéma en plus, le Gyptis. Ces initiatives-là, c'est vrai qu'elles permettent de se mettre dans la peau et puis de créer des connexions entre les personnes malvoyantes et les collégiens. Et du coup, ça devient naturel, ça devient un truc cool. Et dans ces personnes, il y avait Verena notamment, qui m'a vachement marquée, qui est non-voyante, qui est solaire, qui est une fille rigolote comme tout. Et c'est vrai que pour les collégiens, du coup, ça devient autre chose, en fait. Le handicap, oui, ça devient la norme. Tout est OK. C'est trop bien. J'adore. Dans Handicap et Cinéma, tu sais que j'aime bien demander à mon invité son film coup de cœur. Je te propose de parler de ta série Cinéma Accessible. Pourquoi ce projet ? Qu'est-ce que ça a été le déclencheur de ces vidéos ? Et comment tu l'as réalisé ? Quels ont été tes partenaires ? Alors, donc effectivement, ça m'est venu de ma recherche de comment rendre le cinéma accessible, parce que potentiellement un jour je ne verrai plus les films. Et en fait, j'ai fait plein d'années de recherche. J'ai commencé les recherches dessus en 2018-2019, vraiment sur c'est quoi l'audiodescription, c'est quoi le sous-titrage adapté, les accès PMR. Enfin, j'ai commencé mes recherches. J'ai toujours voulu faire du documentaire. De toute façon, moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup de fiction, mais quand je réalise, j'aime faire du documentaire, du reportage, j'aime creuser des questions et surtout, j'aime parler avec des gens. Je suis une grande fan du fait de parler avec les gens. J'adore mener des interviews, c'est vraiment, je pense, une des choses... Je suis tellement bavarde que j'adore discuter avec les gens, je te jure. J'ai pas ce problème-là du tout, moi. Et vraiment, j'adore écouter les gens me parler de ce qu'ils vivent. J'ai une passion pour les gens passionnants. Vraiment. Je sais plus exactement d'où ça vient. Je me demande si c'est pas en fait ça fait 3 ans que je travaille pour Sérimania, qui est donc un festival de séries qui est à Lille chaque année. Et il y a une année où, ma première année, il y a 3 ans, où en fait, je voyais un spectateur non-voyant qui était là. En plus qu'on remarque vraiment au festival, c'est un peu la coqueluche. Vraiment, il est immense, il a toujours un chapeau et tout. Donc vraiment, on sait qui il est. Et un jour, je suis allée le voir en lui disant bonjour, en fait, je réfléchis à faire des interviews de personnes malvoyantes, aveugles, pour qu'ils me parlent de leur rapport au cinéma. Est-ce que ça vous intéresse ?
Et donc, c'est dans ma série, c'est Nicolas, qui est donc vraiment quelqu'un qui est très, très impliqué dans le fait de partager la culture, de l'accessibilité à la culture, et qui est lui-même donc aveugle. Et en fait, on a grave parlé cette fois-là à Série Mania. Donc, j'ai dit, venez, on va faire cette interview. C'est comme ça que ça s'est créé petit à petit. Donc, dans chaque épisode, j'interview. C'est vraiment, je parle pas. Dans les épisodes qui durent une vingtaine de minutes à chaque fois, donc 3 épisodes de 20 minutes, je fais l'intro, je fais une transition au milieu et je fais la conclusion. Pour moi, le seul intérêt, c'est de laisser la parole à mes invités. Et donc, tous mes invités, en fait, c'est des gens que soit j'ai croisés à des festivals, soit on m'a donné leur contact, soit en fait j'avais fait un appel à l'époque sur Twitter et sur Instagram s'il y a des gens qui veulent parler de leur situation et tout. Ça s'est fait très naturellement, ça a été toujours très facile de trouver des gens qui avaient envie d'en parler. C'était plus difficile de trouver des gens qui acceptaient d'être filmés. Et je comprends complètement. Mais en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de gens qui étaient chauds pour en parler et des profils à chaque fois tellement différents. De toute façon, chaque maladie est différente et chaque personne qui est atteinte d'une déficience visuelle ou auditive a une déficience différente. Donc vraiment, c'était toujours des expériences de vie et des expériences de ce handicap très différents. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai construit mes épisodes. Et vraiment, après, c'est là où moi, étant monteuse de profession, c'est vraiment mon moment préféré. C'est que juste j'avais un énorme gloubi-boulga de tout. C'était à chaque fois, au moins 1 heure d'entretien avec chaque personne. Et je devais tout faire. C'est 3 ou 4 personnes par épisode. Je vais tout faire tenir en 20 minutes. Donc, je vais juste prendre les bons passages. Et ça, en tant que monteuse, alors moi, je me suis éclatée. Ça me prenait des journées, des semaines à faire. Mais je me suis vraiment éclatée à vraiment créer une sorte de chemin à raconter. En plus, dans les épisodes, à chaque fois, il y a une petite partie aussi un peu pratique de comment on fait une audiodescription. Donc, premier épisode, je suis avec un audiodescripteur et une relectrice aveugle qui nous explique comment on fait l'audiodescription. Deuxième épisode, là pour le coup, j'ai pas d'expert, mais on nous explique quelles sont les différentes couleurs du sous-titrage adapté. Troisième épisode, on va dans une salle de cinéma qui venait de rouvrir parce qu'elle avait fait tous les travaux pour donner des accès PMR. Et j'y vais avec quelqu'un donc c'était APF France Handicap là, qui m'accompagnait, parce que effectivement, j'ai eu des partenaires sur ces épisodes, donc Matmut pour les arts et APF France Handicap, qui m'ont vraiment aidé d'un point de vue aussi pécunier, dans le sens qu'ils m'ont aidé à payer les gens. Parce que c'est pas filmé moi avec mon petit caméscope, c'est filmé avec une équipe, vraiment il y a mixeur son, il y a des talonneurs, tout ça. C'est pour le coup, voilà, je voulais faire quand même les choses bien. C'est pas un sujet que je voulais prendre à la légère, c'est pas un truc que je voulais faire petit, c'était quelque chose que je voulais faire vraiment bien, vraiment beau, autant pour montrer ce que je sais faire, il y a aussi ça, il y a ce côté un peu portfolio, regarder ce que je sais réaliser, que ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est des sujets tellement lourds, si on les montre d'une jolie manière, peut-être que ça intéressera un petit peu plus les gens. Ouais, complètement. Et j'ai l'impression que ça a quand même plu justement ce côté c'est joli. Comme c'est joli, on va regarder encore plus. Et bon, voilà, ça a été un très gros travail. Il y avait 3 épisodes, ça m'a pris plus d'1 an et demi à faire les 3 épisodes parce que c'était très très lourd à créer, à monter, à trouver, parce que j'ai beaucoup tourné dans le cinéma où on est actuellement, l'Est de Montreuil. C'est pour ça que c'est vraiment une salle que j'aime très profondément, parce que c'est une salle qui est très accessible. Et justement, je voulais aussi un peu la mettre en avant. Mais pour les personnes en situation de handicap moteur, je n'allais pas leur demander de se déplacer. Donc, je suis allée chez eux. Il y en a une qui est à Lyon, il y en a un autre qui était à Bordeaux. Je suis allée chez eux. Et donc, il fallait quand même aussi pouvoir me déplacer, trouver des salles de cinéma sur place qui acceptent de nous accueillir, comme toi, tu fais avec ton podcast. Voilà. Beaucoup de choses. On fait l'expérience en même temps en direct. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi pour les salles, sans vouloir mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas le but du jeu, en fait. Non, mais c'est bien de le dire. Et encore une fois, moi, c'est pour ça que je sais que dans Cinéma Accessible, ce n'est pas moi qui le dis que ça ne va pas. C'est les personnes qui le vivent. Moi, je sais qu'il y a un passage dans l'épisode avec les spectateurs sourds et malentendants, où ils disent ils m'ont tous témoigné, les 4, parce que là pour le coup j'ai 4 témoignages, les 4 m'ont dit il y a des séances où ils n'ont pas activé les sous-titres adaptés, donc les sous-titres en couleur. Et les 4 m'ont dit ça m'arrive plusieurs fois. Et vraiment, on peut pas fermer les yeux en disant non mais tout va bien, c'est juste les 4 étaient je suis allée rouspéter, mais bon, ils comprenaient pas, ils disaient mais c'est quoi ces sous-titres, et il y a besoin que les projectionnistes soient vraiment formés pour reconnaître le fichier spécifique dédié à l'audiodescription ou celui dédié au SME. Ça se fait de plus en plus pour les exploitants. Il y a des formations qui sont faites par la CST, donc c'est la Commission supérieure des techniques de l'image et du son, qui font ça en partenariat avec Inclusive, qui, eux, justement, font plein de formations et qui ont plein de matériaux pour aider les exploitants à se former en inclusivité et en accessibilité. Et ils m'ont dit en plus qu'ils utilisaient des passages de mes vidéos
trop bien. pour montrer aux exploitants. Donc ça, je trouve ça ultra chouette. Mais en fait, voilà, il y a à former, mais voilà, il y a plein de soucis, mais en fait, les soucis commencent, je trouve, à être de plus en plus pris à bras-le-corps pour essayer un petit peu justement de changer les choses. Et il y a voilà, des super initiatives comme Inclusive, comme Cinescence, comme... En fait, il y a tellement d'associations, Retour d'Image évidemment, qui font une pédagogie de dingo là-dessus. Je veux pas être négative, au contraire, je veux être très positive et je vois que les choses évoluent petit à petit. Ouais, puis c'est présenté souvent comme une contrainte, et parce qu'on connaît pas, et quand on connaît pas, bah voilà, on a un petit peu peur, donc on se dit oula, ça va être compliqué, etc. Et quand on se penche dessus, tout à l'heure je te parlais des battles de l'audio-description, c'est génial, c'est à mourir de rire, c'est super drôle. Moi, c'est quelque chose qui apporte de la joie, c'est intéressant. J'invite les gens à s'ouvrir un tout petit peu parce qu'il y a plein de rencontres magnifiques. Bien sûr. Et de choses très très belles à partager. Absolument. Tu disais que tes vidéos étaient montrées dans le cadre de cette formation proposée par la CST. Dans quel autre cadre elles sont diffusées ? Est-ce qu'elles sont restées cantonnées à YouTube ou... Enfin, cantonnées, c'est pas mal quand même comme diffusion. Alors, effectivement, moi, YouTube, c'était ultra important que ça soit sur YouTube de manière totalement libre, et je crois que j'ai enlevé les pubs aussi dedans. Vraiment, je gagne pas d'argent avec ça. Alors là, vraiment, si vous voulez savoir, c'est vraiment le truc où j'ai jamais gagné un centime dessus. Mais ouais, je voulais que ça soit accessible. Si ça a été utilisé, il y a quoi ? Il y a un an et demi, je crois, on m'avait contacté pour une expo qui parlait d'inclusivité, d'accessibilité, et qui voulait mettre des passages justement de ma vidéo dans l'expo. Je dis mais là, avec grand plaisir, vraiment, et on m'avait juste demandé un bon fichier et tout. Mais après, en fait, je sais pas à quel niveau elle est utilisée. Je sais juste que on m'a fait des remarques, alors pas récemment, parce que maintenant, c'est sorti il y a quasiment 3 ans, 2-3 ans. Mais je sais que depuis, ça m'est arrivé d'avoir des retours de « Oh, au fait, j'ai vu ce que tu avais fait, ça m'a permis d'apprendre ». On utilise parfois, effectivement, quand avec Matmut pour les arts, on fait des présentations de films, on utilise des petits graphiques que j'avais fait, ce genre de choses. Donc, je sais pas si elle est vraiment encore vue, mais en tout cas, je sais qu'elle a eu un impact et que... Moi, surtout, tant qu'elle a été vue par les bonnes personnes, évidemment par les exploitants, parce que c'est à eux que je m'adresse, qu'on parle de changer les choses dans le cinéma, mais aussi aux producteurs, parce que c'est... pensez à faire votre bonne audio-description et pas un truc fait avec une IA un peu nulle. Essayez de faire un truc bien, vous avez des associations pour ça. J'espère que ça a touché les bonnes personnes et surtout le grand public qui va enfin comprendre, en fait, pourquoi il ne faut pas s'asseoir à ces sièges-là. Pourquoi il y a une séance où il y a des sous-titres en couleur. Pourquoi il y a des gens avec un casque dans... Voilà. Vraiment, moi, à partir du moment où il y a des personnes, 1, 2, 3, 10, 15, 20, qui se disent « Ah, je comprends mieux ça », moi, mon taf, il est fait. Hein. C'est gagné. Et c'est vrai que moi, je l'imaginerais très bien dans le cadre de festival, présenter avant une séance. C'est 20 minutes. C'est vrai que c'est pas très court, mais... c'est pas très court. C'est pas très court, et c'est vrai que dans le timing... Et c'est un peu... ça reste un peu plombant aussi, et je suis tout à fait d'accord avec. Hein, mais moi, même je suis pas d'accord avec ça. La fin est très positive. Ouais, mais la fin est très positive à chaque fois, de chaque épisode. Tu as mis du soin à la musique, il y a un beau cadrage, tu as vraiment fait un travail très, très soigné. Pour moi, c'est pas quelque chose de plombant. Ça vient apporter des solutions, ça vient éveiller les regards. C'est chouette. Moi, en tout cas, je sais que c'est à disposition, et si ça se trouve, ça a été utilisé comme matériel pédagogique autre part. Je suis pas au courant, et très bien. Moi, je l'ai utilisé devant des étudiants d'IUT voilà. à Grenoble, devant lesquels j'ai fait une intervention sur l'accessibilité au cinéma. Alors, je l'ai pas projeté. Par contre, je leur ai envoyé tous les liens. Ouais, mais je leur en ai parlé en disant allez regarder ça. Moi, c'est ça. C'est pour ça que c'est accessible sur YouTube gratuitement, en fait. C'est pour faire ce genre de choses, ça me va très très bien. Tu avais parlé de faire peut-être une 4e vidéo sur les déficiences peut-être intellectuelles, sur le handicap social, l'autisme, des choses comme ça. Ça, j'aimerais énormément. Enfin, j'aurais aimé, mais c'est tellement de travail pour celui-là, pour le coup, parce que là où il y a autant de personnes aveugles différentes, pour ce genre de handicap, c'est encore pire, je pense. C'est un spectre très large, l'autisme par exemple. Extrêmement large. Rien que l'autisme, ouais. Large. Et en fait, pour le coup, je suis pas assez renseignée dessus. Et quand j'ai eu fini de faire mes 3 épisodes, parce que j'étais vraiment partie sur 3 épisodes, en fait, j'ai plus la force au bout d'un moment, parce qu'en fait, c'est très dur. Alors, je le vis pas moi-même, donc vraiment, je suis peut-être la pire personne pour dire c'est très dur, mais c'est juste que c'est vrai que d'avoir tout ça, ça me fait aussi me rendre compte, c'est que j'ai beau dire ça permet d'éveiller les consciences et tout, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a tellement de taf à faire encore. Et je sais que ça m'avait vachement plombé de me rendre compte que j'ai eu aussi des murs en face de moi. C'est de gens que quand tu leur dis, il y a des gens qui le vivent, qui témoignent ça, on s'en fout. Et en fait, à la fin des 3 épisodes, ça avait été tellement dur quand même d'entendre beaucoup de témoignages comme ça, malgré tout, que ça m'avait moins donné envie de continuer.
Et peut-être qu'un jour, je ferai cet épisode parce que je le trouve ultra intéressant. J'avais assisté il y a quelques années par Cinescence. C'est de nouveau la Géraldine du montage. Il s'agit en réalité de l'association Ciné-Relax. Ils avaient fait un ciné-concert de court-métrage de Georges Méliès. Ah. Je ne suis pas très compliquée à faire venir en salle quand il y a Méliès dans le nom. Mais c'était justement pour les personnes autistes. En gros, ils avaient baissé le son, laissé un peu la lumière, ce genre de choses. Et donc oui, on les entendait. Et alors, c'était pas grave, c'était chouette. C'était une super expérience. J'ai refait 2-3 séances comme ça qui étaient inclusives. C'était très cool. Après, je pense qu'il y a encore trop de choses à raconter. Un jour, j'aimerais vraiment, même ce que j'ai fait avec Cinéma Accessible, c'est sur YouTube, c'est trop bien, mais j'aimerais peut-être faire un truc encore plus gros autour de ça. Pour l'instant, non, mais un jour, ouais. Voilà, j'ai envie de faire du docu, pas que sur YouTube, j'ai envie d'aller un peu plus loin maintenant. Ok, sortir un docu en long métrage au cinéma. Voilà, donc l'idée de parler de cinéma accessibilité est dans un coin de ma tête, de le refaire d'une autre manière, parce que je pense que c'est un sujet où il y a encore plein de choses à raconter. Et surtout, ça a évolué, donc c'est cool. Vraiment, j'ai vu en 2-3 ans, je me suis dit, ça va rester pareil. Non, ça évolue, donc c'est chouette. Ça bouge beaucoup. Voilà, en ce moment, de plus en plus, là, depuis 1 an, c'est incroyable tout ce que je vois. Après, c'est peut-être parce que je suis vraiment dedans et donc je le vois, mais voilà, je pense que c'est un truc que peut-être je ferai à un moment. Et là, à ce moment-là, j'inclurai ce sujet-là, mais faire quelque chose d'un peu plus gros, en fait. C'est aussi une porte. En fait, une fois qu'on l'ouvre, on est happé dedans, quoi. Ouais. C'est aussi ça. C'est peut-être pour ça que tu as cette impression que ça s'accélère beaucoup. C'est vrai. Et encore une fois, ce n'est pas que pour les personnes en situation de handicap. C'est que vraiment, en fait, on se rend compte qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a un handicap plus ou moins fort. Il y a quoi ? Il y a 12 millions... C'est 16% de la population C'est ça, 16% française, de la donc population c'est énorme. qui est en situation de handicap. T'es là, genre, forcément, dans ton entourage, à 1 ou 2 degrés, t'as quelqu'un. Donc le truc, c'est que c'est trop bien de se dire, voilà, on fait tout ça pour ces gens-là aussi. Et aussi pour le grand public qui, pareil, on est juste curieuse et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses géniales. Vraiment, moi, l'audio-description, je pensais pas que c'était quelque chose aussi beau. Quand elles sont bien faites. Et ça va évoluer en plus. Mais c'est vraiment, ça. C'est en train, et c'est c'est des naissant. choses qui arrivent de plus en plus, qui sont de plus en plus belles. Et moi, franchement, je pense qu'il n'y a que des belles choses à arriver. Mais c'est vrai que ce serait bien si tout le monde était au courant que ça existe. Juste ça. Peut-être que tu participeras l'année prochaine aussi au Marius de l'audio-description. Ah ouais. Parce que, alors, ils sont ouverts à 10% de personnes voyantes. Ouais. Il y a 90% de personnes non-voyantes ou malvoyantes. Dans Normal, j'ai envie de dire. Mais cela dit, je trouve que tous les gens les professionnels du cinéma, ça me paraît chouette qu'ils fassent cette expérience. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Ouais. Et ça m'a permis de découvrir vraiment la richesse de l'audio-description. C'est vrai que je t'invite à postuler, à candidater l'année prochaine. T'as raison. Avant les Césars, là, pour faire cette expérience de découvrir 5 films sans aucune image. Enfin, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir vu d'image sur certains des films, mais du tout. Donc vraiment, je les ai découverts complètement à l'aveugle. Il y en a certains que je dois revoir d'ailleurs, parce que j'aimerais maintenant les voir avec les images aussi, puisque nous, on a cette possibilité-là. Donc voilà, puis c'est aussi là qu'on se rend compte de la qualité de l'audio-description. Mais c'est une belle expérience à faire. Ça me donne vraiment envie, pour le coup, carrément. Et puis pour en revenir au handicap cognitif, alors c'est vrai que c'est souvent le handicap qui fait le plus peur, c'est celui qui est le moins connu. Et donc c'est ça, en fait. C'est normal aussi que ça prenne plus de temps et ça va se faire petit à petit. Tu pourras écouter l'épisode avec Stanislas Carmon, le comédien d'un petit truc en plus que j'ai eu la chance d'accueillir à ce micro. C'était une rencontre alors un petit peu décalée. On a pu aller se balader ensemble et ça a été un échange insolite, mais vraiment très chouette. Et finalement, on apprend aussi que voilà, on peut s'adapter aussi. Et moi, j'ai dit aussi, ça va être un peu nouveau. Et c'était très chouette. C'était un beau moment et une belle rencontre. Trop bien. Et toi, tes coups de cœur cinéma sur le handicap, ce serait quoi ? Alors moi, il y a 2 films que j'aime beaucoup sur le handicap. Alors, je préfère quand c'est des personnes handicapées qui jouent des personnes handicapées. Là, ce n'est pas le cas. Mais c'est 2 films que je trouve très beaux par leur poésie. Le premier, c'est Vers la lumière de Naomi Kawase, qui est un film japonais sur une audiodescriptrice, justement, qui crée une relation avec la personne aveugle, qui justement l'aide dans l'audiodescription qu'elle est en train de faire. C'est d'une poésie incroyable, c'est magnifique. Vraiment, en plus, c'est beaucoup sur les termes japonais, sur comment justement on dit les mots, comment on dit les choses, comment on dit ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Enfin, c'est splendide et très bien filmé. C'est vraiment un film que je conseille si on a envie de passer un bon moment de beauté. Je le recommande aussi. Ouais. Et de pleurer aussi, parce qu'on a pas mal pleuré. Et le deuxième, qui pour le coup, je trouve très bien, parce que justement, c'est
c'est un film qui est accessible en plus. C'est Sound of Metal de Darius Marder. Magnifique. Avec Riz Ahmed qui joue juste un batteur de métal qui en fait perd Louis et qui va en fait découvrir, qui va aller dans un centre avec d'autres personnes qui sont sourdes, qui va apprendre un petit peu à vivre alors qu'il est musicien sans avec entendre, son handicap, avec son handicap. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ce film surtout, c'est que Darius Marder, normalement un film, quand il est sous-titré normal, dans le sens que quand nous on voit un film américain avec les sous-titres, c'est vraiment juste un sous-titrage tout simple en blanc, quoi. Lui, il a voulu qu'en fait, pour tout le monde, qu'importe où on le voyait, le sous-titrage soit adapté. Alors, en France, nous, on a les codes couleurs, qui est vraiment quelque chose, une création française, mais malgré tout, dans sa version sous-titrée, anglais sous-titrée du film, il y a quand même des notifications de « Ah, il y a un son qui vient de là. Ah, en fait, ça joue ça. En fait, c'est telle personne qui parle. » Et donc, il y a un travail aussi avec le sous-titrage du film qui est fait pour les personnes sourdes et malentendantes. Ouais. Et donc, il nous fait, nous, en tant que spectateurs non handicapés, on va dire, ça nous fait découvrir ça, en fait. C'est le premier film que j'ai vu avec des sous-titres adaptés. Et en fait, c'est trop bien. Et le film est magnifique. Il est trop bien. Ouais. Enfin, c'est un très beau film sur l'art aussi. Voilà, c'est deux films où... Et sur le cheminement qu'on fait pour accepter aussi le handicap, sur l'acceptation, bien sûr. Sur l'acceptation, vers la lumière aussi, il y a une question d'acceptation parce que, justement, le personnage passe de... malvoyant à aveugle, en fait, justement, si je me souviens bien, il y a vraiment tout un parcours. Et c'est des films qui sont, encore une fois, quand ça parle de sujets durs, mais c'est des films qui sont tellement beaux. Et en fait, voilà, moi, je suis pour amener les sujets durs par la beauté, en fait. Parce que, en tant que spectateur, c'est quelque chose où peut-être on assimile plus facilement, je dirais. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je les amène par les histoires positives et inspirantes. C'est vraiment l'idée de ce podcast, c'est de partager des nouveaux récits. D'ailleurs, j'ai eu un retour de réalisateur qui m'a dit tu donnes la parole à des personnes qui ne l'ont pas souvent et c'est hyper inspirant pour le scénariste que je suis. Et ce petit retour auditeur, là, c'était un super cadeau parce que c'est l'idée aussi d'inspirer des gens, d'aller écrire sur ces sujets-là et sur toute la beauté des histoires. On n'a pas fini d'en parler, il y en a plein d'autres à venir parce que j'en ai plein dans ma besace. Donc, de les porter à l'écran, pourquoi pas, et de faire des films qui font qu'on brise un petit peu cette peur de la différence, cette peur du handicap, cette méfiance qu'on peut avoir et ce rejet aussi qui existe, qui est normal et c'est OK. Mais on va essayer de l'atténuer le plus possible. Mélanie, je te remercie infiniment. Merci à toi. Pour cet échange riche. Je sais que pour toi, c'était un peu la course en plus en ce moment. Donc, merci de m'avoir consacré ce petit moment. Merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro de Handicap et Cinéma. Handicap et Cinéma est une production Planète Projet avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org. L'identité visuelle a été créée par Séverine Berthe en collaboration avec les étudiants de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Cet épisode a été enregistré avec Mélanie Toubeau au cinéma Le Méliès à Montreuil. Retrouvez toutes les ressources citées ainsi que la transcription complète de cet épisode dans la description. Je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos Cinéma Accessible sur la chaîne YouTube La Manie du Cinéma. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez 5 étoiles et surtout partagez-le autour de vous. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?